Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir un homme d'exception, ambassadeur de Russie à Paris, Monsieur Alexandre Orlov. Alors, Monsieur Orlov, vous êtes un diplomate d'exception, bien connu, puisque quand j'ai commencé à sonder mes copains, ils m'ont tous dit Monsieur Orlov, quelle réputation, quel honneur. Alors, vous avez été diplomate pour la Russie, et votre livre « Un ambassadeur russe à Paris » va nous raconter un peu tout ce que vous avez vécu de Brejnev à Poutine, de Valéry Giscard d'Estaing à Macron, avec une exceptionnelle carrière en France, puisque vous avez fait des allers-retours entre la Russie, Paris, la Russie, un peu d'Italie, Monaco, et puis pour finir ambassadeur à Paris avec un petit tour à Strasbourg, au Conseil de l'Europe. Et puis vous avez notamment œuvré énormément pour le rapprochement de la Russie et de la France, et vous avez laissé votre marque dans la capitale parisienne, avec notamment la cathédrale orthodoxe du Quai Branly. Je crois que c'est complètement grâce à vous. Et puis vous avez énormément insisté sur le dialogue de Trianon. Enfin, un dernier point à votre actif, vous avez œuvré, et non des moindres, au rapprochement des Russes blancs et des Russes rouges pour ne former finalement qu'une seule Russie, la Sainte Russie, la Russie éternelle, comme vous dites, et donc avec un seul peuple. Alors, première question, moi ce que j'aime bien dans un livre, c'est que je commence toujours par la fin, et la fin traduit souvent tout le livre. Et vous avez un de vos admirateurs, qu'on connaît bien nous en France, qui est Frédéric Mitterrand, qui vous dit « Monsieur l'ambassadeur, vous faites aimer la Russie ». Est-ce que c'est finalement l'origine et la vocation de ce livre-là ? Je pense que oui, en partie, puisque si vous voulez, comme vous avez dit, toute ma vie a été consacrée au rapprochement entre deux grands pays, la Russie et la France, que je trouve les pays les plus proches par leur culture, par leur histoire. Et j'ai voulu justement, je crois que cette appréciation de mon travail au poste de l'ambassadeur qui a été donnée par mon ami Frédéric Mitterrand, c'est le plus grand louange que je pourrais avoir. Faire aimer son pays. Je crois qu'un ambassadeur est fait pour ça. Il doit, bien sûr, il y a le travail quotidien sur les différents dossiers de la vie internationale, des problèmes internationaux qu'il faut régler, des rencontres avec les collègues au Quai d'Orsay, à l'Élysée. Mais en plus, il y a deux approches, si vous voulez. Il y a des approches vraiment purement diplomatiques. Il y a des ambassadeurs qui ne font que ça, de faire porter comme les facteurs, ils portent les messages d'une capitale à l'autre et puis ils renvoient les messages qu'ils reçoivent en réponse. Moi, j'avais toujours une vision plus politique de ma fonction et je pensais que finalement, tous ces paperasses, ça passe, ça ne restera jamais dans l'histoire, mais ce qui reste, ce sont des liens d'amitié qu'on peut créer avec des hommes, des femmes, et pour renforcer ces liens d'amitié entre la Russie et la France. C'est pour ça que j'ai voulu, et je le fais toujours, et vous avez tout à fait raison de dire que c'était, disons, le pourquoi de mon livre. Je veux faire aimer la Russie par les Français. Mais pour aimer la Russie par les Français, il ne suffit pas de lire mon livre. Il faut aller sur place. Et là, je crois que c'est le secret, c'est la chose la plus... Parce que la Russie n'a pas besoin de la publicité. Si vous venez en Russie, vous êtes tout de suite conquis. C'est un pays, on dirait, c'est un pays attachant. Il attache beaucoup. Et j'ai beaucoup d'amis parmi les anciens diplomates français qui ont passé quelques années dans ma capitale. Ils sont tous nostalgiques de leur séjour en Russie. Ils se souviennent comme de très belles années, puisque d'abord, il y a une hospitalité russe qui est légendaire. Il y a cette âme slave qui est un mystère, mais qui aussi vous attire, qui vous envoûte. Et puis finalement, il y a toute cette richesse culturelle qu'on ne peut trouver que quand on est sur place. Alors, à défaut d'aller sur place en Russie, voir tout de suite la richesse culturelle de la Russie qui m'attire à titre personnel beaucoup, vous avez, dans le cadre du Café d'Auteur, apporté par contre un vin de Russie, je crois. Qu'est-ce que c'est exactement quel est ce vin ? Écoutez, c'est une bouteille de vin qu'on commence à produire en Russie, dans le sud de la Russie. Et ce vin est produit dans la région de Koubagne. Koubagne, c'est une région au sud de la Russie, pas loin de Rostov-Don. Bon,
Rostov-Don, beaucoup de C'est gens... Odessa pour les... Non, 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 non. Pas du tout. Non, non. Odessa, c'est l'Ukraine, c'est beaucoup plus loin. D'accord. C'est pas loin de Sochi. Je crois que tout le monde connaît Sochi après les Jeux Olympiques. Voilà. Alors c'est au nord de Sochi. C'est une région viticole. On produit beaucoup de vin. Celui-là, c'est un vin Lefkadia de 2014. Alors c'est un vin blanc qui est produit dans cette région, mais on produit aussi des vins rouges. Et je peux vous dire que la Russie, depuis quelques années, a complètement retrouvé la culture du vin. Et aussi, en partie, grâce aux viticulteurs français qui sont venus nous apporter leur savoir-faire. Et ensemble, on produit des vins qui sont tout à fait corrects. Je vous laisse juger. Comme on dit en France, à votre santé. За ваше здоровье. Alors, c'est juste délicieux, c'est fruité, c'est merveilleux. Alors, j'espère que vous avez bien remarqué que je n'ai pas jeté mon verre derrière. Alors, il ne faut surtout pas. Ah, non, mais c'est une grave erreur. On dit que les Russes, quand ils boivent quelque chose, ils boivent plus sec et après jettent leur verre. Pas du tout. Ça vient, si vous voulez, ces histoires, ça vient un peu du passé. On a eu au 19e siècle des marchands très riches, kuptsi, on les appelait kuptsi, qui passaient des nuits entières avec des tziganes. Alors, pendant ces bacchanali, là, il rêvait qu'ils jetaient des verres, mais c'était des gens riches mais peu cultivés. Mais je peux vous assurer, si vous allez dans une compagnie avec des Russes, ils ne vont jamais jeter des verres. Alors, en France, souvent, le vin s'accompagne de fromage. Ouais. Et lors de nos précédents échanges, vous m'avez fait part un peu de votre intermède auprès d'un certain groupe français de fromagerie. Alors, j'ai fait un petit clin d'œil. Ce n'est pas le meilleur des fromages français, mais je vous ai ramené tout simplement le Caprice des Dieux parce que je crois que vous aviez œuvré pour eux en Russie pour faciliter l'exportation de ce fromage. Donc, voilà, je vais vous couper une petite part pour vous remémorer vos bons souvenirs. Très bien. Non seulement exporté, mais moi je peux dire que ce sont les amis de la société française Savencia, qui sont les producteurs de ce beau fromage, qui sont venus avec mon aide en Russie. Ils ont actuellement 2 usines en Russie où ils produisent les fromages français. Et je peux vous dire que ça marche très très bien pour eux. Je crois que la Russie est devenue 2e marché après la France. Les Russes sont des gens qui aiment manger, qui aiment bien manger. C'est encore quelque chose qui nous rapproche beaucoup. Les Russes et les Français, on sait manger et on aime bien manger. Alors, à propos de bonne bouffe, ouais. Quand j'ai dit à tous mes copains que j'allais vous interviewer, en France, il y a un plat qui est très connu qui s'appelle le veau Orlov, que vous connaissez, et tout le monde m'a dit « Est-ce que Monsieur Orlov a un lien avec la Grande Catherine ?» Et ma réponse a été « Lisez le livre « Un ambassadeur russe à Paris » et vous aurez la réponse. Mais peut-être qu'en avant-première, on peut peut-être dire à nos téléspectateurs ce qu'il en est. Vous m'en posez en fait 2 questions. Ah. D'abord, les liens avec la Grande Catherine, et puis le veau Orlov. Ce ne sont pas les mêmes choses. Alors, pour les liens avec la Grande Catherine, les gens qui connaissent l'histoire de la Russie savent que des frères Orlov, notamment Grégory Orlov, a joué un rôle important pour mettre la jeune Catherine sur le trône de la Russie. Quand je travaillais à Paris, bien sûr, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. Est-ce que vous avez des liens avec ces fameux 4 frères? Forcément. Indirectement? J'ai commencé à m'inquiéter et me renseigner autour de moi. Et je trouvais un très grand spécialiste de l'histoire de la Russie en France, Cyril Boulet, qui connaît parfaitement bien toutes les généalogies de toutes les grandes familles russes. Et il m'a dit, Monsieur l'ambassadeur, cher Alexandre, je peux te dire, il n'y a aucun descendant vivant de ces 4 frères Orlov. Aucun. Alors, mais il y a un lien quand même indirect, puisque en 1861, le servage a été aboli en Russie par l'empereur Alexandre II. Et alors, comme tous les serfs n'avaient que les prénoms et pas de nom de famille, quand ils sont devenus des gens libres, on leur a donné des noms de leurs propriétaires. Et comme les Orlov étaient de très très grands gens extrêmement riches, avaient énormément de serfs, il se peut qu'un de mes aïeuls a été le serf chez les Orlov. Mais je reviens à vos Orlov. C'est très intéressant
Et je n'ai pas écrit ça dans le livre, mais peut-être je vais revenir et faire deuxième volume. Il y a beaucoup d'histoires que je n'ai pas pu mettre dans un seul livre. Le veau Orloff, c'est le veau qui a été inventé par le cuisinier de l'ambassadeur Orloff, qui était ambassadeur de Russie à Paris dans les années 1870. Il a passé presque comme moi, presque une dizaine d'années comme ambassadeur à Paris. Et c'est lui qui a servi ses invités, ce veau à qui on a donné le nom, le veau Orloff. Eh bien, écoutez, je crois que... Ça, c'est un scoop parce que personne ne le sait. Donc, visiblement, pour s'appeler Orloff, quand on s'appelle Orloff, du moins, on a plus de chances d'être ambassadeur à Paris que d'être ambassadeur de France à Russie. Hein, ça, c'est à peu près clair. Oh, ça peut se faire. Vous savez, c'est curieusement, mais j'ai passé tant d'années entre Moscou et Paris que même les Français me confondent des fois avec l'ambassadeur de France en Russie. Je me souviens que j'ai été à une conférence. Il a eu alors une étiquette devant moi, ambassadeur de France à Moscou. Alors, il est certain, monsieur l'ambassadeur, que vous parlez français remarquablement bien, mais moi, ce qui m'a encore plus sidéré, c'est quand j'ai appris que ce livre, qui est écrit en français de langue maternelle, a été écrit par vous-même et n'a pas été traduit, ce qui est encore plus impressionnant. Et je crois même que vous allez le traduire en russe. Je suis en train de traduire ce livre en russe. C'est curieux, mais ce livre est d'abord paru en français, puisqu'il a eu l'intérêt de l'édition Fayard, qui a voulu que je fasse ce livre. Mais dès que mes amis à Moscou ont appris que j'ai écrit ce livre, on a dit, mais nous aussi, nous voulons lire ce livre, mais on ne connaît pas le français. Et je suis en train de terminer déjà la traduction en russe, et j'espère que ce livre va apparaître au début de l'année prochaine à Moscou. Alors, si on feuillette votre livre, c'est vraiment votre biographie, vous commencez avec mon enfance, et vous ne mâchez pas vos mots, vous êtes assez critique, dans un sens ou dans l'autre, et vous êtes vraiment un homme passionné. Et c'est vrai que quand je lis quelques extraits, notamment en ce qui concerne mon enfance, vous citez « La révolution bolchevique a conduit le pays à la guerre civile qui a meurtri et ruiné la Russie ». De la part d'un Russe, moi quand j'ai été élevé, je suis un peu plus jeune, on m'a toujours dit la Russie, la révolution bolchevique comme était quelque chose d'exceptionnel, et vous avec votre regard de diplomate et les années passées, vous écrivez de façon franco, non c'est clair, ça a ruiné la Russie. Non, je crois que quand même j'apporte un jugement plus nuancé sur les révolutions. Il y a deux choses. Comme chaque révolution, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sang. Et si vous vous souvenez de la Révolution française, elle n'a pas été meilleure que les révolutions russes. La seule différence, c'est que c'est 2 siècles qui nous séparent de la Révolution française et il n'y a plus de survivants. Tandis que pour la Révolution russe, il y a eu encore récemment des survivants qui se souvenaient encore de cette boucherie qui a été cette révolution. Mais cette révolution a joué un rôle très important pour mon pays, et c'est mon père qui disait que Sacha, Alexandre, tu sais que si cette révolution n'a pas eu lieu, je n'aurais jamais été un homme éduqué, cultivé, diplomate. C'est-à-dire cette révolution quand même a ouvert la voie à des gens simples pour s'instruire et réussir leur vie. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Voilà, vous insistez beaucoup sur ce point-là dans votre livre, sur l'importance culturelle et éducation qu'a eu la révolution russe pour l'ensemble du pays à ce niveau-là. Même si économiquement, c'était plus discutable. C'est plus compliqué, bien sûr. Le modèle soviétique n'a pas survécu puisque c'était un modèle trop centralisé. Et l'économie de marché, bien sûr, est beaucoup plus efficace que l'économie de planification qui était celle de l'Union soviétique, c'est sûr. Alors, toujours quand vous êtes jeune, vous apprenez le français, puisqu'on vous demande, entre guillemets, d'apprendre le français, et vous découvrez le français au travers d'auteurs qui nous sont chers, mais c'est toujours très intéressant de voir ça de la part d'un auteur étranger, notamment via des auteurs, vous citez Michel Strogoff, vous citez Le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est des passions pour vous, c'est des souvenirs? Ah oui. Non, j'ai grandi avec des livres de Jules Verne, d'Alexandre Dumas, qui étaient de tout le temps traduits en russe, et des millions des enfants en Union soviétique adoraient ces livres, grandissaient avec ces livres. Pour nous, c'était vraiment nos livres de chevet. Et puis un jour, je raconte ça dans mon livre, j'ai entendu le Petit Prince. Entendu le Petit Prince, il y a eu un spectacle
Le Petit Prince qui était retransmis par la radio. En russe. En russe. En russe. Le Petit Prince en russe. Et j'ai été ébloui, j'ai été fasciné, je ne pouvais plus bouger. J'attendais jusqu'à la fin de ce spectacle. Et je dis ça aussi dans le livre, c'est intéressant. J'ai découvert Le Petit Prince en français des années plus tard. Il ne m'a produit pas la même impression que pour la première fois quand je l'ai entendu en russe. C'est pourquoi je dis, pour moi, Le Petit Prince est russe. Le Petit Prince est russe. Et alors aussi, dans votre culture française et votre apprentissage de la langue, vous citez un certain nombre d'auteurs, de chanteurs français, Charles Aznavour, Édith Piaf, Georges Brassens, Jacques Brel. Finalement, ce sont tous les auteurs de notre enfance et qui vous ont bercé, qui vous ont appris le vocabulaire, qui vous ont appris la culture. Ah oui, non, j'adore la chanson française. J'adore la chanson française. Je la connais pas mal, vraiment. Et je pourrais, à mon livre, donner 2 sous-titres tirés de 2 chansons françaises. La première, Non, je n'ai rien oublié. Non, rien, voilà. Rien. Et puis, Non, je ne regrette rien. Alors, la première, c'est Charles Aznavour, et la deuxième, c'est Édith Piaf. Ce sont mes chanteurs préférés, mais j'aime aussi les nouveaux, relativement nouveaux, parce que j'aime beaucoup Alain Souchon, par exemple. J'aime Claude François, j'aime beaucoup Dalida, Yves Montand, Léo Ferré, je peux citer tous ces noms-là. Et vous savez, quand on est jeune, quand on est adolescent, la chanson, ça vous attire. Et je vois, j'ai des enfants actuellement qui ont cet âge d'adolescence, je vois qu'ils écoutent beaucoup des chansons en français, en anglais, et c'est par ces chansons qu'on acquiert le goût de la langue. On veut parler la langue grâce à des chansons qu'on aime. Ça, c'est très important, et moi je pense que dans les écoles françaises, il faut plus donner la place aux chansons pour stimuler les enfants à apprendre des langues étrangères. Alors si en plus les chanteurs français sont d'origine russe comme Serge Gainsbourg ou Joe Dassin, ça donne un cocktail explosif. Ah oui, tout à fait. Il y a beaucoup de chanteurs français, on dit français, mais qui ont des origines étrangères. Salvatore Adamo, Tombe la neige, c'est un Italien qui est venu en Belgique avant de venir en France. Yves Montand, d'origine aussi italienne. Il y a Dalida. Il y a beaucoup, mais vous savez que la France a vraiment su réunir tous ces gens avec un talent immense pour leur donner la chance de devenir des grands chanteurs et des grandes chanteuses. Dans votre livre, vous insistez aussi beaucoup sur l'importance de la religion qu'a eu pour vous, puisque vous dites que quand vous étiez jeune, chose un peu extraordinaire pour nous en tout cas, votre nounou vous a baptisé en cachette parce qu'en Union soviétique, la fréquentation d'une église par les membres du Parti communiste et plus encore le baptême était très mal vu. Et puis, à la fin de votre livre, cette fois, vous avez une analyse sur la notion de la laïcité entre la religion et l'État. J'ai dit que tout être humain, particulièrement un jeune, a besoin d'un rêve, d'une vie spirituelle, pas nécessairement religieuse, mais que la laïcité, surtout sous forme militante comme c'est le cas en France, crée à l'intérieur d'un être humain un vide et que les fanatiques islamistes utilisent ce vide intérieur pour le remplir des idées extrémistes et recruter les jeunes dans le djihad, la guerre sainte contre les hétérodoxes. Et vous terminez par « Le système communiste s'est écroulé en URSS et la foi orthodoxe dans la Russie contemporaine connaît une véritable renaissance. Les autres nations devraient tirer les leçons de l'expérience soviétique pour ne pas commettre les mêmes erreurs. » C'est très d'actualité, ça, aujourd'hui en France. Écoutez, je crois que je peux redire ça, même aujourd'hui, j'y crois à ce que j'ai dit, j'y crois fermement. Mais vous savez, je vais vous aussi apprendre une chose, une anecdote sur moi. J'ai été baptisé 2 fois, parce que je ne savais pas que ma nounou m'a baptisé, j'étais tout jeune, je ne savais pas, et personne ne me l'a dit. Et puis, alors, à l'âge de, je crois, 5 ans, 4 ans, j'ai voulu me faire baptiser. Alors, on a fait cette cérémonie de baptême. Et puis, quelques années, il y a quelques années, ma sœur, parce que j'ai une sœur, m'a dit, mais écoute, Sacha, tu sais, mais tu as été baptisé par ta nounou. Je dis, mais pourquoi tu m'as jamais ça? Oui, c'est maman qui m'a dit, je pensais que tu le savais. Ça, je ne savais pas. Je suis 2 fois baptisé. Et ben voilà, alors, je vous ai apporté un petit clin d'œil. Ça, c'est une surprise. Ah bon? Vous n'êtes pas au courant. Non. Et comme vous êtes un féru d'histoire, un féru d'orthodoxie, j'ai été acheter à la cathédrale Saint-Louis de Versailles un santon
Centon de Provence, c'est une tradition française qui représente un roi de France, d'accord? Et on en viendra après avec les rois de France quand on parlera d'Anne de Kiev. Ouais. C'est le roi Saint-Louis, qui est donc le roi Saint-Louis de France 1214-1270. D'accord. Voilà, je vous l'offre Bah, écoutez, en merci. souvenir de notre échange. Merci beaucoup, bah, surtout avant Noël avec le Nouvel An. Je vous remercie beaucoup, c'est splendide, c'est très très beau. Voilà. Donc ce roi Saint-Louis, Louis IX, avait donc comme ancêtre notamment une Russe, Anne de Kiev, Ouais. quelques 200 ans avant. Anne de Kiev qui avait la particularité d'être une femme assez instruite par rapport à son roi Henri Ier, si je ne m'abuse. Tout à fait, tout à fait. Non, tout à fait. Alors, Henri Ier, qui était le roi de France, après avoir perdu son épouse, a voulu se remarier. Et alors, il a envoyé ses ambassadeurs lui trouver une bonne fiancée. Et ils sont allés aussi loin que jusqu'à Kiev. À l'époque, quand même, on se déplaçait en cheval. Et il fallait des jours et des jours, des semaines pour aller de Paris jusque là-bas. Et ils ont trouvé la fille, je crois que c'était la fille cadette du grand prince de Kiev, Yaroslav le Sage, qui s'appelait Anne. Alors Anne a été sollicitée pour devenir la femme d'Henri Ier, elle a accepté sans doute. Et alors elle est venue à Paris, il y a eu le mariage a été célébré 1051 à Reims, à la cathédrale de Reims. Et alors, vous savez, c'est une histoire intéressante dont je n'ai pas pu parler dans le livre. On dit qu'Anne de Kiev est amenée avec elle un Bible. Et ce Bible, il est toujours conservé à Reims. Pas à la cathédrale, mais dans la grande bibliothèque de la ville de Reims. Moi, je l'ai vu, j'ai tenu dans mes mains. C'est le livre précieux. Et toutes les reines de France ont prêté serment sur cette Bible. Impressionnant. Et alors les gens ne savaient pas du tout la provenance de cette Bible. Et notre empereur Pierre le Grand, en 1717, quand il est venu en France, quand il a quitté Paris, il a passé par Reims pour regagner la Russie. Et là, on lui a montré ce livre en disant, voilà, nous avons, monsieur l'empereur, nous avons ce livre mystérieux. Il a ouvert, là, mais non, c'est l'ancien slavon. Il a commencé à lire. Et c'est lui qui a appris à ces gens-là que c'était le Bible de Anne de Kiev. D'accord. C'est une belle histoire. C'est magnifique comme histoire. Ouais. Et alors la Russie est omniprésente à Paris et vous citez dans votre livre tous les monuments, les lieux qui sont à la gloire de la Russie et de la relation franco-russe dans Paris. Alors j'en cite quelques-uns, mais c'est vrai qu'on les connaît par cœur. Boulevard Sébastopol, rue de Crimée, place et pont de l'Alma, la rue de Moscou, la rue de Saint-Pétersbourg, la place Stalingrad, la vue Malakoff, le Kremlin Bicêtre. En fait, la Russie et la France, c'est une histoire d'amour. Ah oui, c'est une très très vieille et belle histoire d'amour, tout à fait. Alors vous arrivez à Paris en 1970, vous avez une vingtaine d'années à peu près. 71. 71, Oui. donc ma date de naissance. Ah ouais. Vous arrivez alors, en 71 en train. Oui. Alors comment se passe un voyage de 2 jours en train entre Moscou et Paris? C'était merveilleux, c'était vraiment merveilleux. Maintenant, je prends l'avion, ça n'a rien à voir avec le train. Le train mettait 2 jours et demi pour aller de Moscou jusqu'au Paris. On traversait toute l'Europe. Je me souviens très bien quand on traversait Berlin, qui était encore coupé en deux. J'ai vu ce fameux mur de Berlin, j'ai vu le Reichstag qui était complètement, vraiment ruiné. Ce sont des choses qu'on n'oublie jamais. Et puis, quand vous allez en train, vous vous préparez à des changements qui vous attendent. Tandis qu'un avion, 4 heures de vol, vous êtes déjà à Moscou, rien ne se passe. Non, c'était merveilleux. Et vous savez qu'il y a quelques années, nous avons rétabli les liaisons ferroviaires entre Moscou et Paris et Moscou-Nice. Et je sais que le train Moscou-Nice est très prisé. Il y a beaucoup de gens qui prennent ce train pour aller vers Nice. Alors vous arrivez à Paris en tant que diplomate, et là vous vivez, d'un point de vue, cette fois histoire russe, des choses assez incroyables, pour nous, quand on a un regard français, mais la mort de Khrouchtchev, ensuite vous avez l'arrivée, Tchernenko, etc., et l'arrivée de Gorbatchev. Et dans votre livre, vous êtes particulièrement admiratif de ce dirigeant Gorbatchev
en citant qu'il arrive à amadouer finalement ses homologues américains, français. Et vous l'avez côtoyé, Mikhail Gorbatchev? Oui, non, j'ai connu bien. Heureusement, il est toujours vivant, Mikhail Gorbatchev. Il a 90 ans. Mais je l'ai connu plusieurs fois. Il est venu à Paris. Je l'ai accompagné à Strasbourg. C'était vraiment un grand voyage pour la première fois. Il est allé à Strasbourg au Conseil de l'Europe, où, devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, il a prononcé son fameux discours sur la maison commune européenne. Et ce que j'ai toujours aimé chez Gorbatchev, c'est son côté ouvert, bienveillant, un homme vraiment accueillant. Il séduisait des gens. C'était un grand séducteur, très grand séducteur. Il a eu sans doute aussi quelques défauts, puisque chacun de nous a des défauts, mais il a eu beaucoup de qualités quand même, beaucoup de qualités. Et je garde les meilleurs souvenirs de Gorbatchev, et surtout des années Gorbatchev, puisque Gorbatchev a amené avec lui ce changement en Europe. Il a ouvert la Russie d'abord, l'Union soviétique, et puis l'Est de l'Europe, à la démocratie. Et je me souviens, l'atmosphère qui régnait en Europe, j'étais un diplomate encore assez jeune, on nous accueillait partout les bras ouverts. Les Européens, nos collègues français, comme nous, pensaient qu'on a enfin retrouvé l'unité de cette grande famille européenne à laquelle nous appartenons. C'était une belle époque. Alors, vous le décrivez très bien. D'ailleurs, vous dites dans ces victimes de Gorbatchev, vous citez Ronald Reagan et François Mitterrand. Oui. On est en pleine guerre froide. Oui. Donc, avec un regard de quelques années après, c'est toujours assez intéressant. Et je crois qu'avec Ronald Reagan, justement, Ronald Reagan, il était un grand communicateur, comme Gorbatchev. Là, vraiment, le courant passait merveilleusement bien. Et avec François Mitterrand, bon, François Mitterrand a commencé quand même assez durement avec la Russie. Il a expulsé, je crois, 47 diplomates soviétiques, jamais vus. Mais après, au fur et à mesure, il est tombé sur le charme de Gorbatchev et il est devenu un vrai ami de Gorbatchev. C'est rarement j'ai vu une telle amitié profonde, personnelle, entre deux dirigeants d'État. Alors, les années Gorbatchev se terminent plus ou moins avec un coup d'État qui avorte, qui repart, et arrive cette fois ensuite Boris Eltsine au pouvoir. Là, cette fois, vous n'êtes plus du tout tendre avec Eltsine, puisque le chapitre s'intitule « La tragédie des années Eltsine ». Là, vous êtes très critique envers ce dirigeant. Oui, non, je le haïs, mais vraiment, je pense que c'était la force noire. C'est quelqu'un... Pour moi, si vous voulez, ce qui est le plus important dans Yeltsin, ce sont les motifs qui l'ont guidé dans son action politique, et c'était la vengeance. Il a voulu se venger contre Gorbatchev. Et pour se venger contre Gorbatchev, il a détruit l'Union soviétique, un pays, un grand pays, en faisant des millions de gens extrêmement pauvres. Les années Yeltsin commencent par une ruine de l'économie russe, par une inflation de 2500% par an. C'est incroyable. 2500%, ça veut dire qu'un rouble à la fin de l'année, ça ne valait plus rien. C'était quelques... Tout à fait. Toutes les économies des gens, surtout des retraités, tous sont partis en fumée. Et il a joué un rôle très très mauvais dans l'histoire de mon pays, et surtout, il était complètement pro-américain. Je me souviens qu'à cette époque, en Russie, partout, il a eu des conseillers américains. On a échappé belle d'être un protectorat des États-Unis. D'ailleurs, c'est pour ça que les Américains haïssent Poutine. Ils ne vont jamais pardonner ça, puisque Poutine a pris la Russie et l'a sortie de la poche des Américains. Voilà. Alors, c'est néanmoins durant ce chapitre des tragédies des années Eltsine que vous citez une phrase qui m'a particulièrement plu. En Russie, désormais, il n'y a plus ni Russes blancs ni Russes rouges, il n'y a que des Russes, un seul et même peuple, porteur d'une grande civilisation millénaire. C'est quelque chose que vous répétez souvent dans vos interviews, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça. Ah oui, non, je crois que pour un Russe, c'est quelque chose de très important, extraordinaire, puisque on a parlé de la révolution d'octobre, de la guerre civile qui a divisé le pays en deux. Il y a eu des gens qui ont dû quitter leur patrie, qu'on appelait les Russes blancs, et puis les Russes qui sont restés sur place, les Russes rouges.
Et quand justement le système communiste s'effondrait en Russie, on a pu finalement se retrouver et renouer les contacts entre les émigrés russes et les Russes qui vivaient en Union soviétique. Et là, ce mouvement, ce rapprochement a été commencé sous Yeltsin par mes deux prédécesseurs, Yuri Ryzhov, qui était un grand académicien, un homme de science, qui était ambassadeur, j'étais son numéro 2, et puis son successeur, Alexandre Avdeyev, qui était notre ministre de la Culture, et moi-même, j'ai continué pour finaliser en quelque sorte cette réconciliation nationale. Et pour moi, c'est vraiment une grande fierté personnelle que des grandes familles qui ont fait la Russie depuis 1000 ans, qui vivent actuellement en France, me reconnaissaient comme leur ambassadeur. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, monsieur l'ambassadeur, ça pourrait pratiquement être le mot de la fin, ça va être le mot de la fin, mais j'encourage quand même tous les lecteurs à lire franchement ce livre, Un ambassadeur russe à Paris, qui est vraiment mon coup de cœur. Vous y découvrirez encore plein de choses parce qu'on est là à la moitié de votre livre, mais toute votre admiration pour Poutine, vous l'aviez dit, tout ce que Poutine a fait pour la Russie. Inversement, François Hollande, qui est plutôt un président que vous décrivez comme décevant, mais par contre, vous avez plus d'estime pour Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy. Enfin, tout ça, c'est dans votre livre, c'est vraiment extrêmement bien écrit. Donc, monsieur l'ambassadeur va dédicacer les livres. Vous n'hésitez pas sur Internet à tout bien mettre comme il faut. C'est-à-dire que pour 20 €, vous passez juste un moment magnifique et vous dédicacez, vous engagez à dédicacer bien sûr, tous les livres, hein, sans exception. Avec le plus grand intérêt et la plus grande fierté, je vais dédicacer tous mes livres. Eh bien, écoutez, monsieur l'ambassadeur, merci d'être venu avec nous. C'est moi qui vous remercie pour cette conversation très intéressante. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci.